Alors, bonjour à toutes et à tous. Très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour partager cet après-midi autour des oasis. Et en tout premier lieu, je remercie vraiment vivement Emmanuel pour cette organisation et de me permettre de parler de ces oasis, d'autant plus que je sais que son agenda est très chargé. Et donc ça a pris beaucoup de temps, vraiment merci pour ça Emmanuel. Donc en effet, je vais parler, on va échanger cet après-midi autour des oasis à palmidatier, qui fait partie des préoccupations de la chaire. Hein. Le Sahara algérien fait partie de la Méditerranée, de l'extrême sud de la Méditerranée, et elle est composée d'oasis à palmiers dattiers. Ce sont des entités, on va dire, végétales qui constituent le premier rempart contre le réchauffement climatique, contre l'aridification, mais à condition d'observer certaines conditions de conduite. On verra ça dans le détail plus tard. Donc, ce que aussi je vous invite à garder en tête, c'est de considérer deux entités. Une entité composée de palmeraies traditionnelles, on le verra plus tard. Ces palmeraies traditionnelles sont gérées par un savoir-faire ancestral qui constitue justement ces formes de résilience traditionnelle qui a fait que ces oasis ont évolué, se sont épanouis à partir du 8e siècle. Et la deuxième entité étant l'agriculture moderne, composée par des palmeraies modernes, mais surtout gérée par un système basé sur l'agrobusiness, qui est apparu durant l'agriculture coloniale, hein, disons vers les années 1920, que les premières palmeraies se sont installées, ont été créées plutôt, et que au bout jusqu'en 1990, à peu près 70 ans d'existence, ces palmeraies ont commencé à montrer des signes de dégradation de l'environnement à cause des intrants utilisés, puisque ce sont des palmeraies qui sont destinées à la grande consommation, donc il faut faire du quantitatif, il faut mettre des intrants, des engrais. Or, on est dans un écosystème fragile, avec des sols sablonneux très filtrants, qui portent atteinte à l'environnement. Alors, j'essaierai d'expliquer s'il y a des termes en agronomie que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'interrompre et me poser la question, ça ne me dérange absolument pas. Et j'essaierai en même temps aussi de détailler pour expliquer davantage. Alors voilà, donc je vous propose un plan de présentation articulé autour de 4 points. Un premier point qui concerne la présentation du milieu, à la fois physique, géographique, les différentes définitions qu'on peut attribuer à l'oasis. Une définition qui me paraît importante, qui est celle du complexe oasien, avec les différentes entités qui le composent, puisqu'il ne s'agit pas que de palmiers dattiers. Il y a du palmier dattier, il y a des zones humides, et puis aussi l'urbanisme, les gens qui habitent dans la palmeraie, qui ont, eux, confectionné ce système. On va, à l'issue de ces deux premières définitions, dresser un état des lieux aussi systémique que possible, donc à la fois agro-socio-économique, et pour esquisser quelques éléments de réponse en guise de pistes de réflexion autour de solutions. Voilà. Alors pour commencer, l'Algérie est un très grand pays qui totalise à peu près 2 400 000 km², et où l'on retrouve, disons, 3 grandes écorégions. Une zone littorale qui s'étend sur à peu près 1200 km d'est en ouest et qui s'enfonce dans les terres jusqu'à peu près 80 km. C'est la région où l'on retrouve les terres les plus fertiles et où l'on retrouve propice à l'arboriculture et au maraîchage. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Algérie, c'est là où on retrouve la fameuse plaine de Metidja à Blida avec ses fameux agrumes. Vient ensuite la région des hauts plateaux avec 2 sous-régions. À l'est,
vers la plaine constantinoise, si ça vous parle aussi. J'essaierai d'évoquer les villes, je ne sais pas, juste pour vous repérer, mais après vous pourrez voir sur Internet si vous voulez. Alors la région constantinoise est caractérisée par la céréaliculture. Et puis la région ouest, elle est plutôt aride et propice à l'élevage ovin avec la fameuse, la célèbre race Oulad Djellal, qui est réputée pour son élevage extensif dans cette zone steppique. Vient ensuite le Grand Sahara qui nous intéresse aujourd'hui. Le Grand Sahara qui occupe à peu près 80% de la surface d'Algérie, à peu près 2 millions de kilomètres carrés. Alors, c'est principalement la plus grosse majorité, c'est à peine en disant 2%. Les palmeraies dans le Sahara occupent une superficie de 2%, soit l'équivalent à peu près de 30 000 km² sur les 2 millions de kilomètres carrés. C'est une infime partie qui est occupée par les oasis. Et elle se présente sous différentes formes, des oasis de vallée, de Biskra à Ouargla, des oasis classiques, on va dire, à Gardaya, à El Golea, à Drar, et puis la fameuse aussi, la vallée de la Saoura à Béchar. Voilà, donc, ces oasis sont principalement caractérisées par la phéniciculture. Alors, la phéniciculture est la culture du palmier dattier. Et on retrouve ces espaces qui s'étendent sur un axe sud-ouest, nord-est. C'est là où on retrouve les meilleurs, on va dire les plus grands bassins de production phénicicole, dans Adrar, Béchar, comme c'est indiqué sur la carte devant vous. Alors il y a d'autres zones aussi qui sont de moindre importance, on va dire, à Tindouf, à Tamarrasat, qui est un massif volcanique, donc il n'y a pas vraiment de terre pour pouvoir cultiver, ou aussi les oasis dites pré-sahariennes, où les dattes arrivent à maturité, mais n'ont pas vraiment d'importance, on va dire, économique, comme celle de Ouargla, par exemple, ou du Souf, ou encore celle de Biskra. Généralement, c'est les dattes que vous retrouvez ici en France. Elles viennent de la région de Tolga à Biskra, ou de Tunisie aussi, qui produisent de la Deglet Nour. Alors, je reviens pour vous donner. Le nombre de palmiers dattiers est estimé à environ 18 millions de pieds, ce qui est assez important, avec une production d'environ 900 000, on va arrondir 900 000 tonnes par an, mais qui reste quand même en deçà de certains pays qui sont beaucoup plus, qui produisent un peu plus, comme en Arabie Saoudite ou en Irak. Oui. Est-ce que oasis est forcément synonyme de palmeraie et l'inverse? Est-ce qu'il y a des oasis qui ne sont pas constituées de palmeraie et inversement, est-ce qu'on trouve des palmeraies? Oui, oui. Alors en fait, les oasis, si on s'y tient à la définition de base, c'est l'existence d'un point d'eau et puis d'une végétation tout autour. C'est vrai que c'est comme ça que naquissent les premières oasis. Comment dire ce sont les caravaniers qui se sont installés, qui utilisaient ces oasis comme étape relais, et que, au fil du temps, ces oasis ont grandi parce que les palmiers, c'est une théorie diffusionniste qui est avancée et qui dit que ce sont les noyaux crachés, tout simplement, qui ont donné naissance aux premiers palmiers, et puis le reste, c'est l'observation de l'homme, de ces caravaniers, qui ont fait que les dattes étaient de bonne qualité, et au lieu de transporter ces denrées à dos de chameau, on allait à ce point, on savait qu'il y avait des dattes pour se nourrir. Donc c'est vrai que l'oasis, dans sa définition originale, on va dire, c'est la présence d'une végétation et d'un point d'eau, mais on va voir que dans la configuration actuelle des choses, il peut avoir une oasis, c'est-à-dire il y a de l'eau, mais aucun palmier, que du maraîchage ou de la céréaliculture, et c'est ce qui un petit peu porte atteinte à la qualité de l'environnement. Oui. Ces oasis, en termes géologiques, est-ce que ce sont des résurgences de sources souterraines ou c'est du puisé
Oui, oui. Tout le Sahara repose sur des nappes d'eau fossiles qui datent de l'Albien. C'est un état géologique, l'Albien, à environ une profondeur de 2000 mètres. 2000 mètres. Et c'est l'une des réserves les plus importantes au monde. Donc c'est le long des failles majeures que ces oasis sont nées. Tout simplement, enfin, l'eau est plus accessible que d'aller creuser enfin, de forêts dans des endroits où c'est très coûteux. Voilà, de rien. Alors, pour rejoindre votre question sur les oasis, alors là on voit que ce n'est pas que les espaces phénicicoles, que les palmiers dattiers qu'on retrouve aux oasis, il y a plutôt une tendance vers les cultures saisonnières qui sont beaucoup plus lucratives, à savoir le maraîchage. Le maraîchage en arrière-saison ou précoce. Là, je vous ai représenté deux cartes, 2001, 2015. Et j'ai essayé de dresser un indice d'évolution entre les surfaces des palmeraies et la surface du maraîchage. Là, on voit que cet indice passe de 4,97 en 2001 à 2,2, ce qui veut dire que c'est plutôt la surface du maraîchage qui a pris le dessus par rapport à la palmeraie. Tout simplement parce que ce sont des cultures saisonnières très, très lucratives et ça fait tourner. À partir de novembre, on a des tomates, des poivrons, des piments jusqu'en juin. Donc ça fait plusieurs cycles, alors que le palmier dattier n'entre en production quand c'est une nouvelle palmeraie créée, qu'au bout de 20 ans de mise en place. Et vous comprenez que les investisseurs, s'ils investissent, ils ont besoin d'avoir un retour sur investissement et donc de gagner de l'argent le plus rapidement possible, sachant que ces cultures maraîchères sont tributaires d'intrants agricoles, tout ce qu'on peut rencontrer en France, les fongicides, les pesticides, la ferti-irrigation, tout ça appliqué, je le rappelle, sur des sols très filtrants et qui conduisent, in fine, à la pollution de ces nappes fossiles. Qui sont à 100 mètres de profondeur. Alors, si on entre un petit peu dans les détails, le complexe oasien. Là, je vous ai représenté la région de Ouargla où je suis installé, avec les différentes entités qu'on peut rencontrer. Là, en bas de la photo, c'est l'ancienne palmeraie qui se présente sous forme d'une couronne autour d'un urbanisme qui est en étalement continu depuis les années 2000, en tout cas lorsque je m'étais installé. Un peu plus au nord, on retrouve l'agriculture, disons, moderne, avec deux cas de figure, la petite mise en valeur sur des petits modules de 2 hectares, et la grande mise en valeur, un peu plus sur votre droite, les palmeraies de grande mise en valeur, les palmeraies modernes, installés suite à des politiques de réforme à partir des années 1970, notamment la politique de la révolution agraire. Dans ces palmeraies modernes, on retrouve aussi les rampes pivoines céréales en milieu extra-oasien qui nécessitent des quantités d'eau phénoménales et qui, on le verra, portent atteinte à la petite agriculture et son savoir-faire. Entre les deux, ce n'est pas une règle générale, mais on retrouve souvent dans les palmeraies de cuvettes des zones humides, qui sont des eaux de convergence des eaux de drainage agricole, mais aussi des eaux usées, urbaines. Ces mêmes zones humides constituent les espaces naturels des régions oasiennes et sont sont propices à l'accueil de l'avifaune, d'une avifaune migratrice très diversifiée. Là, je vous ai représenté un flamand, mais on retrouve à peu près 60 espèces d'oiseaux qui viennent passer l'hiver à Ouargla. Le complexe oasien est aussi composé principalement d'espaces de production agricole et où l'on retrouve les deux cas de figure, la palmeraie traditionnelle en 1, la palmeraie moderne en 2
Et en 3, j'ai représenté les cultures intercalaires qu'on peut retrouver entre les palmiers. La première photo, palmeraie traditionnelle, a un aspect plutôt de forêt, et cette configuration n'est pas est fait pour optimiser l'utilisation de l'espace. Alors que dans la deuxième palmeraie, les palmiers sont espacés, sont alignés pour permettre la mécanisation et faciliter les opérations de conduite culturelle sur des grandes surfaces qui sont largement au-delà de 2 hectares et peuvent atteindre jusqu'à 100 hectares dans certains périmètres agricoles. Oui. Entendre par palmeraie moderne, c'est celle qui, en fait, à qui on a donné naissance par un système d'irrigation oui. Créé à ce moment-là. Oui. Alors la palmeraie moderne, c'est ça. Elle a été introduite avec l'agriculture coloniale et elle a pris naissance dans la vallée de Ouadrir à Tougourt, si vous vous rappelez. Elle a pris naissance à Tougourt, où les premières palmeraies modernes ont été créées. Elle repose sur un modèle d'agribusiness dans un objectif de faire du tonnage et basé principalement sur de la monoculture de Deglet-Nour. Alors, la palmeraie, donc, la palmeraie traditionnelle, elle a cet aspect en fait. Hein. Elle se présente sous forme d'une forêt, hein, à l'aspect d'une futaie, on peut assimiler ça à cela, où l'on retrouve une diversité de cultivars, une diversité de variétés de dattes. Et cette diversité, alors, n'est pas due à la conscience environnementale d'antan, mais plutôt à une stratégie d'autosubsistance qui consistait à disposer de denrées alimentaires fraîches, on va dire, le plus longtemps possible dans l'année. D'où des variétés de dattes dites précoces, tardives, sèches et molles. Tout cela, on retrouvait à peu près jusqu'à 10 variétés de dattes par palmeraie. Et en intercalaire, on retrouvait le potager d'hiver et d'été, mais aussi du fourrage pour la conduite d'un petit élevage qui servait à la famille dans le cadre d'une agriculture d'autosubsistance. Alors que la palmeraie moderne, elle est plutôt destinée à une agriculture commerciale avec la présence d'une seule variété, la Deglet-Nour principalement en Algérie et en Tunisie, au Maroc éventuellement la Medjoul qui prédomine dans les oasis à palmiers dattiers. L'inconvénient aussi de ce type de palmeraie étant les ressources hydriques mobilisées. Elles sont souvent supérieures à la dose recommandée, entre 1,4 et jusqu'à 4 fois, tout simplement parce qu'il y a encore une mauvaise maîtrise de la ressource hydrique et que tout cela provoque des problèmes de salinisation des eaux et des sols. Qui aggrave ou qui porte aussi atteinte à la petite palmeraie dans le sens où l'excédent hydrique d'une part provoque un déficit de l'autre côté, enfin côté de l'ancienne palmeraie traditionnelle, puisque les moyens d'exor ou d'exploitation ne sont pas les mêmes. Le modèle moderne a plus de moyens que l'ancien système traditionnel basé sur son savoir-faire et ces différentes formes de résilience traditionnelle. On verra aussi que ces formes sont menacées de disparition à cause de ce type d'agriculture. Alors, si vous voulez, avant de passer à dresser un état des lieux de ce qu'on vient de voir, vous pouvez, si vous avez des questions, ou je poursuis, c'est quand vous voulez en fait. Pardon. Oui. Oui, j'ai une question justement sur la palmeraie moderne. Est-ce que on est sur le modèle avec un seul exploitant
et sur la traditionnelle avec une multitude d'exploitants? Oui, merci, c'est très bien. Oui, en effet, généralement, ce sont des profils d'investisseurs qui acquièrent des terrains qui peuvent aller jusqu'à 2000 hectares. Alors là, juste avant de venir, j'ai un client qui m'a contacté, c'est un groupe pharmaceutique qui veut s'installer sur 2000 hectares. Et le jour où je venais, ils sont allés signer la concession agricole. Donc c'est un seul propriétaire qui gère ces 200 hectares. Et qui pour lui, c'est la rentabilité. Hein. C'est tellement, je crois que c'est l'équivalent, alors 5 milliards de dinars, je crois que ça fait 5 millions d'euros d'investissement. Je ne sais pas le taux à peu près. En tout cas, je crois que c'est 5 millions. Donc c'est tellement conséquent comme investissement que la seule préoccupation, c'est de rentabiliser. Alors que la petite agriculture, généralement, ils fonctionnaient avec un esprit communautaire, solidaire, où les biens communs, notamment la gestion de l'eau, étaient partagés de façon la plus équitable possible, selon l'effort fourni. Bien évidemment, les rendements ne sont pas au même niveau, on va dire. Hein. Elle est moins rentable. Elle est moins rentable à l'état actuel des choses. Tout simplement, il y a un manque d'organisation, par exemple en coopérative, pour renforcer leur position sur les marchés, alors que l'autre modèle est déjà intégré, de fait, sa notoriété, c'est un grand groupe, c'est un investisseur. Généralement, c'est des industriels qui sont déjà connus et qui s'intéressent à l'agriculture parce qu'il y a de l'argent à faire, parce que l'État algérien subventionne ce type d'agriculture, moyennant des crédits à taux zéro, des subventions, sans remboursement. C'est vraiment pour développer. Et donc tout ça crée un déséquilibre. Et je tiens justement sur l'agriculture des palmeraies anciennes, sur la mise en place de coopératives d'État algérien ou pas du tout? Justement, il y a un autre problème de désolidarisation des petits agriculteurs. Personnellement, c'est vraiment le plus gros problème que j'ai rencontré sur le terrain. Il y a cette mésentente qui fait qu'ils ont du mal à se mettre d'accord et à constituer des coopératives, sachant que l'État a tout facilité pour la création de coopératives agricoles et il faut dire aussi qu'il y a l'héritage historique de des coopératives agricoles des années 1970, de la terre acquise à travail lors de la politique de la révolution agraire. Et ça a laissé une sorte de tâche indélébile où les gens ne veulent plus entendre parler de ces coopératives. Ils ne s'aventurent pas. Et c'est ce qui fait que ces agriculteurs, sur 1 hectare, voire un demi-hectare, ce n'est pas rentable. Économiquement, ce n'est pas possible d'en vivre. Le seul moyen, c'est de renouer avec cette forme de coopérative solidaire et qui fait actuellement aujourd'hui défaut encore. C'est un petit peu en tout cas ce sur quoi je travaille en ce moment sur le terrain. Oui. Une question par rapport aux ressources en eau sur le territoire. Vous avez dit que c'est principalement issu de la nappe, une nappe profonde. Est-ce qu'il y a un suivi de l'état de la nappe et est-ce qu'on a des... Merci. C'est pour ça que je vous disais poser les questions. C'est vrai que ça me permet de me connecter. Absolument pas. Il n'y a pas un suivi de la nappe, il n'y a pas un suivi des débits. Alors, en même temps, vos questions, c'est vraiment, ça me permet de vous raconter ce qui m'arrive sur le terrain. Et quand je faisais ma thèse, je suis allé voir l'Agence nationale des ressources hydriques, basée à Ouargla. Tout simplement parce que le déclic étant que quand je me rendais sur le terrain, on me disait que l'eau ne suffit pas. Or, je sais il y a des ressources, les ressources souterraines sont estimées à 60 000 milliards de mètres cubes. C'est énorme. Si mes calculs sont bons, en fonction des prélèvements annuels, l'eau devrait suffire pour 3000 ans. Or, sur le terrain, d'emblée, la première chose qu'on vous dit, on n'a pas d'eau, trouvez-nous une solution. Je n'ai pas de solution, je ne fais pas de miracle, et on vous dit ça. Quand je suis allé voir ce service, cette direction, je me suis rendu compte qu'ils ne faisaient absolument pas d'actualisation des débits,
Les débits expérimentaux étaient utilisés pour calculer les doses, or que généralement c'est le débit, c'est un débit qui est inférieur pour préserver la ressource, pour permettre une recharge, et tout ça ne se fait pas. Quand j'avais proposé de faire des mesures annuelles pour pouvoir expliquer aux agriculteurs, leur dire que on a des problèmes de baisse de débit, qui permet de nouer un dialogue, d'atténuer un petit peu cette tension latente au moindre problème. Il y a une perte de confiance, on ne vous écoute plus, et c'est vraiment sur la communication qu'il faut travailler. Il faut dire les choses en toute transparence, mais à condition d'avoir les données pour pouvoir argumenter, pour pouvoir prouver. Et ça, alors pour répondre à la question, il n'y a absolument pas d'actualisation de débit ou de mesure, encore moins de mesure de la qualité de l'eau qui se dégrade, et au point où on invente des solutions qui me paraissent assez aberrantes. On essaie d'injecter de l'eau douce dans des nappes salées, donc de l'albien de 2000 mètres, on le prélève, on l'injecte dans une nappe à 100 mètres, pour essayer d'atténuer la salinité, alors que ça ne marche pas, ça coûte beaucoup d'argent, et il y a encore du travail de communication et de sensibilisation à faire sur ce point. Et juste pour oui. Plonger sur ce point, est-ce que du coup on a des conflits d'usage avec l'alimentation en eau potable? Alors des conflits d'usage surtout entre les agriculteurs. Entre les agriculteurs, alors la petite agriculture, les petits agriculteurs accusent les plus gros producteurs de s'accaparer ce bien commun finalement. Et les petits agriculteurs entre eux aussi, comme ils n'ont pas assez de part d'eau, pour eux parfois, ils cherchent même pas. Justement, c'est là où la communication doit avoir lieu. Pour eux, ils accusent cette agence, les directions, de ne pas leur attribuer leur part d'eau qui leur revient. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas connaissance des problèmes liés à cette utilisation qui est un peu erronée en tout cas. Oui. J'ai une question aussi, est-ce que c'est une nappe assez profonde? Du coup, est-ce qu'elle est en communication avec... est-ce qu'elle est transfrontière? Est-ce que c'est la même qui va au Maroc, en Libye? Parce qu'en Libye, il y a une exploitation phénoménale oui. de fossiles, donc est-ce que ça aurait pu contribuer à... On dit que l'Albien, le complexe terminal, l'Albien qui est à 2000 mètres de profondeur, communique avec la Tunisie et la Libye, en effet. Il y a normalement une entente entre les trois pays pour utiliser, prélever un certain volume annuel. Mais c'est sur papier, je pense. Hein. Chacun fait, comme la Libye a fait son lac artificiel. Ils n'ont pas vraiment. Il y a eu, j'ai entendu, dans les années précédentes, en tout cas, il y a eu des conflits, des incidents diplomatiques, disons, entre les deux pays sur cette utilisation exagérée de l'eau de la part de la Libye. Autrement, avec la Tunisie, il n'y a pas de problème. On a quasiment presque les mêmes moyens d'exorde de l'eau. Alors, l'Albien communique, mais le Myopliocène à 100 mètres, je crois que ce sont plutôt des poches d'eau localisées qui sont exploitées en fonction des recommandations de cette direction, qui aussi ne sont pas forcément respectées, ce qui contribue à un rabattement spectaculaire des nappes. Je ne suis pas hydrogéologue, mais j'imagine quand il y a une nappe d'eau, elle a un certain volume, et quand on vous dit qu'il faut forer à 60 mètres et non pas à 100, c'est qu'il y a une raison derrière. Or, ceux qui ont de l'argent, la grosse agriculture, ils vont forer. Hein. S'il n'y a pas d'eau, s'ils jugent qu'ils ont besoin d'un 20 litres par seconde et qu'ils n'ont que 15, ils descendent encore plus bas, et chacun fait la même chose. Et finalement, ils se retrouvent tous en manque d'eau à cause de la surexploitation de cette poche dans cet endroit particulièrement, sur ce périmètre. Oui. Par rapport à ces conflits entre les agriculteurs et les situations de gestion de l'eau, est-ce que, parce que je sais qu'au Maroc, par exemple, dans certains cas, il y a ce qu'on appelle le juge de l'eau. Oui. Celui qui maîtrise un peu en fonction de la taille de l'exploitation, on attribue un débit particulier. Est-ce que ça existe ou pas? Si. Par rapport à cette question du conflit de
Oui, merci Wissam. Oui, ça existe. Kielma, ça s'appelle Kielma, le mesureur de l'eau. Alors ça existe encore à Adrar avec la Fogara. Au Maroc, vous appelez ça la Qattara. Ça existe alors donc à Ghardaya aussi. Alors eux, ils essayent de, il y a comment dire, Zmam en arabe, c'est le livre où ils notent les noms et les parts d'eau de chaque agriculteur en fonction de l'effort fourni, soit pour le creusage du puits ou des galeries drainantes, les Fougara, ou pour les aménagements hydro-agricoles traditionnels dans la vallée du Mzab à Ghardaya. Donc c'est l'effort fourni, soit financier ou bien physique, qui donne lieu à une part d'eau précise qui ne suffit pas forcément. Ça dépend de la taille de l'exploitation, c'est vrai. Ça, c'est aussi un autre problème. Mais c'est en tout cas une gestion la plus équitable possible dans ces régions. Ce n'est pas le cas à Ouargla, à Tougourt et à Biskra, où c'est vraiment la production à outrance qui prédomine, parce que toute la production, généralement, c'est remonté vers le nord et c'est plus lucratif dans ces régions de faire de l'agriculture moderne par rapport à la traditionnelle qui encore perdure, résiste en fait. Les lieux de résistance, les îlots de résistance de l'agriculture traditionnelle se situent bien à Ghardaya et à Adrar, et un peu à Bchar aussi. Donc il y a deux, on peut partager, il y a le Sahara Est, plutôt productiviste, et le Sahara Ouest, on va dire, plutôt qui préserve encore les différentes formes ancestrales de production. Comment t'expliques ces différences régionales? Comment, pardon? Comment t'expliques ces différences régionales? Alors c'est vraiment l'économie, je pense que c'est l'héritage, pour moi c'est l'héritage de l'agriculture coloniale. Elle n'a pas dépassé la vallée de Ouadrir, l'agriculture coloniale. Et elle s'est, on va dire, il y a eu une imitation de ces modèles jusqu'à Ouargla, mais pas au-delà de ces deux régions. En même temps, parce que lors de cette agriculture coloniale, on a déjà dès les années 1920, on a privilégié la monoculture de Deglet Nord, et tout le monde finalement par imitation, comme ils voyaient que c'était rentable et que toute la production. Alors merci, ça me fait rappeler un point, je voulais le dire. Dans la vallée de Ouadrir, il y a carrément une ligne voie ferrée qui a été érigée jusqu'à l'intérieur de la Palmeraie pour vraiment acheminer la production directement de Tougourt au port d'Alger à Marseille à l'époque, basée justement sur cette variété d'Aiglet Nord, et que finalement, c'est par imitation, on voyait que c'était rentable. Tout le monde s'est mis à faire de la d'Aiglet Nord, en tout cas lors du remplacement, on arrachait les autres variétés et on mettait à la place la d'Aiglet Nord, en espérant pouvoir intégrer ce marché international. Donc c'est ce qui explique cette diversité. Et puis la distance fait que l'information, je sais pas, c'est pas les mêmes. On change carrément de mentalité, de pays entre Ouargla et Adrar, c'est quand même à peu près 800 km. C'est vraiment une autre configuration, une autre philosophie de vie, de pratique agricole aussi. S'il y a d'autres questions. Alors, on peut sinon passer à dresser un état des lieux qui est orienté plutôt sur l'héritage de ces politiques de modernisation de l'agriculture. Alors, comme le Sahara algérien est considéré quand même comme un Eldorado de l'agriculture extensive grâce à la présence de l'eau. Vous avez posé des questions sur les volumes hydriques qui sont très importants, mais aussi il y a une politique incitative qui est basée sur des subventions, des crédits à taux zéro, du matériel agricole, sous forme il suffit de constituer un dossier et de bénéficier de toutes ces aides de l'État. Alors, par rapport à la présence de l'eau, j'ai essayé de vous représenter sur cette carte les différents cours d'eau
Alors j'ai mis en bleu, mais c'est pas de l'eau, c'est plutôt des lits d'oued qui sont souvent à sec. Et donc il y a de l'humidité et toutes les palmeraies se situent généralement le long de ces cours d'eau qui sont souvent à sec dans le Sahara. On peut voir ici à l'est, c'est le grand erg oriental, et à l'ouest, l'erg occidental. Ici, c'est l'erg, je ne l'ai pas mis, mais ici, c'est l'erg, le Sahara, le désert du Tanzroft. C'est le désert le plus aride où il y a pratiquement, c'est la taille d'un pays, d'un petit pays, où il n'y a pratiquement aucune végétation, absolument rien du tout. C'est le grand vide. En Achiré, pour répondre à vos questions, madame, c'est donc l'aquifère, les aquifères fossiles, l'Albien et le Myopliocène, pour résumer. Autrement, elle s'étend sur à peu près la moitié du Sahara algérien, à peu près 1 million de kilomètres carrés, et communique avec la Tunisie en haut, et puis ici avec la Libye vers Dames. Alors, par rapport à la politique incitative de l'État, il faut savoir que l'Algérie, après son indépendance en 1962, a adopté, on va dire, deux grandes politiques. La politique de nationalisation jusqu'en 1983 et la politique de privatisation du secteur agricole au-delà de 1983 et qui perdure encore aujourd'hui. Voilà. Donc pour la nationalisation, la première réforme fut celle de l'autogestion en 1963 et qui conduit à la création de domaines agricoles qui sont gérés par l'État. S'en suivit la révolution agraire de 1971 avec la terre à qui la travaille, c'était le slogan porté par le président Oualy Boumedienne, et qui permettait d'attribuer des terrains à des paysans pauvres pour améliorer leurs conditions de vie, leur pouvoir d'achat. Et c'est durant cette période que ces coopératives agricoles ont été créées, sauf que l'inconvénient, durant cette politique de nationalisation, toutes les décisions étaient prises par l'État. C'est l'État qui donnait les stratégies l'orientation, la politique agricole du pays, en choisissant les cultures à mettre en place, mais dans les moindres détails. En gros, les agriculteurs étaient considérés comme des fonctionnaires et étaient payés en tant que tels. Sachant qu'à cette époque, l'Algérie sortait d'une guerre avec un taux de pauvreté assez élevé, et l'idée était de mettre à disposition des citoyens des denrées alimentaires à coût abordable. Donc il fallait faire du quantitatif et que ces agriculteurs, finalement, il n'était pas possible à l'État de les rémunérer au-delà de ce qu'ils touchaient à l'époque, et même si c'était considéré comme étant des salaires faibles. En gros, résultat, il y a eu un échec de cette politique de nationalisation, aggravé par le choc pétrolier de 1976, où l'Algérie est entrée dans une sorte de récession économique et qui finalement l'a poussé à réfléchir à comment développer le Grand Sud à travers la privatisation en 1983, au travers de cette loi APFA qui est l'accession à la propriété foncière agricole, où les candidats pouvaient acquérir des terrains d'une location longue durée, on va dire, au moins sur 2 générations, 99 ans, moyennant le dinar symbolique. C'était vraiment une incitation à s'installer au Sahara. Et beaucoup de candidats, justement, se sont intéressés, originaires des 4 coins de l'Algérie, de Kabylie, d'Alger, d'Oran, de Annaba, se sont installés au Sahara pour profiter de cette manne financière, on va dire, et de ces subventions étatiques. Il y a eu plusieurs réformes, bien sûr. L'avantage de cette privatisation, on testait, et forcément, comme c'était une première fois, il y a eu forcément des lacunes et qui ont donné lieu à des politiques de correction, de redressement, on va dire, de ce premier plan, à savoir le plan national de développement de l'agriculture qui a été lancé en l'an 2000 et qui accordait aussi des subventions pour la modernisation des exploitations agricoles. Alors, cette modernisation était principalement basée sur
sur le recours aux intrants, aux moyens de production, à la mécanisation, qui n'était pas forcément en faveur de l'agriculture traditionnelle et de son savoir-faire. Ça, c'est le point noir, on va dire, de cette politique qui ne tenait pas compte, disons, des conditions du milieu, à la fois physiques, mais aussi sociologiques ou anthropologiques. Et sont suivis, alors, ça a été, disons, c'est en cours de rattrapage, même si ça date depuis 2010, c'est toujours la politique du renouveau agricole et rural qui est en cours actuellement, et qui, cette fois-ci, pour se rattraper des lacunes précédentes, met en place un projet de proximité, de développement rural intégré, qui, cette fois-ci, intègre ou tient compte des spécificités, on va dire, territoriales de chaque région oasienne. Ça, c'est un point très positif, c'est en cours. Il n'y a pas encore assez de recul pour évaluer, il y a certaines lacunes, mais c'est pas, on ne peut pas aussi juger, comme pour les anciennes politiques, que c'est un échec total. Bien au contraire, il faut encore se rapprocher le plus possible des conditions, des territoires, et notamment considérer cette petite agriculture pour pouvoir en tirer éventuellement les enseignements. Alors, les conséquences de cette agriculture moderne. Alors, pour moi, ces conséquences, je les résume en deux points, qui sont d'ordre, on va dire, un impact socio-territorial lié à l'utilisation de la ressource hydrique, qui se présente sous forme de l'accaparement d'un bien commun qui est l'eau, la précieuse ressource hydrique qui conditionne tout projet agricole, pas qu'au Sahara d'ailleurs, mais encore plus au Sahara, et un impact environnemental qui est plutôt lié à des risques de pollution diffuse liés à l'utilisation des intrants agricoles. Cet accaparement des biens communs est dû à cette grande agriculture qui nécessite beaucoup d'eau pour se maintenir. Et bizarrement, ça je ne saurais pas répondre à la question, mais bizarrement, la Deglet Nord et toutes les dattes nobles, alors Deglet Nord ou bien Medjoul au Maroc, ou toutes les variétés nobles sont les variétés les plus sensibles, qui nécessitent plus de soins, demandent plus d'eau, plus d'entretien. Génétiquement, elles sont génétiquement faites ainsi, mais je n'ai pas de réponse par rapport à d'autres variétés qui sont considérées comme rustiques, avec moins d'eau, et qui parfois ont des critères organoleptiques fort intéressants. Et là, j'ouvre une parenthèse, j'avais fait mais peut-être l'occasion se représentera, j'avais fait 2 ateliers de dégustation en 2013 à Grenoble et en 2018 à l'université, à l'UGA, où j'ai ramené plusieurs variétés de dattes, et avec une fiche, une dégustation à l'aveugle, dont la Deglet Nord, pour voir quelles étaient les préférences. Eh bien, cette Deglet Nord a été surclassée par d'autres variétés qui sont inconnues en France. Alors, Tazerzeit, Bentaqbala, ils ont fortement apprécié ces variétés sans les connaître. Comme quoi, il y a une possibilité de diversifier, de faire appel à ces variétés rustiques qui nécessitent moins d'eau, qui sont moins sensibles aux maladies, à condition de les faire connaître. Je voulais faire ça aussi à la GIZ. On avait visité le marché de Munich lors d'un voyage d'études. Ils ont très, très apprécié l'idée de faire une dégustation dans le marché. Enfin, c'est un grand marché à Munich, mais ça ne s'est pas fait. Enfin, il y a beaucoup de paperasse à faire parfois pour acheminer les dates. Donc ça peut changer en tout cas la donne si on sait faire connaître le produit et en même temps tous les bienfaits qu'on peut tirer de cette diversification. Oui. Il y a une destination d'exportation justement des dates, c'est majoritairement en Europe, alors majoritairement en France, et il y a une surexportation, comment on peut appeler ça? Alors les Français, certaines entreprises françaises importent des tonnages et refont du conditionnement et réexportent à Dubaï par exemple et dans d'autres pays. Ça c'est peut-être un manque d'organisation de la chaîne de valeur
chez les Algériens qui pourraient directement eux-mêmes exporter vers, je ne sais pas, l'Ukraine, enfin, les pays européens. Ça, c'est vraiment un constat que j'ai observé quand j'étais avec la GIZ. Mais autrement aussi, il y a le marché asiatique qui se développe assez bien aussi, puisque enfin, les pays comme l'Indonésie, la Malaisie, ce sont des pays musulmans, et ils sont, enfin, notamment pendant le ramadan, généralement, la rupture du jeûne se fait avec des dattes, mais aussi pour des gâteaux à base de dattes que vous connaissez sans doute, hein, les makroutes. Donc il y a de la consommation, il y a ce marché qui se développe. Mais qui reste un petit peu, qui n'est pas vraiment à la portée de tout le monde. C'est assez loin, il faut traverser l'océan, et il y a eu des problèmes justement de fermentation de certaines dattes fragiles, dont la Deglet Nour, qui n'est pas arrivée, enfin qui est arrivée à destination fermentée, tous les lots ont été jetés, alors que d'autres variétés plus sèches se sont chargées en humidité en traversant l'océan. Ça, c'est ce que m'ont expliqué ceux qui ont participé à une foire à Singapour, je crois, en 2020, enfin peu importe, mais ce sont des participants à cette foire qui ont relevé ce fait, qui m'ont expliqué cela, et comme quoi c'était encore un argument supplémentaire de la nécessité de diversifier, de trouver les variétés qui supportent le voyage et qui ont aussi des critères intéressants. Est-ce que le marché se tourne aussi vers d'autres pays africains? Oui. Il y a des habitudes alimentaires qui sont pas... Oui. Alors, les pays africains, eux, ils sont très friands des dattes très sèches. Alors, la production de Adrar, vraiment au Sahara, plus au sud en Algérie, est généralement destinée directement aux pays sahéliens, et ils consomment ça sous forme de dattes concassées. Ils en font une sorte de, de céréales, hein, ils consomment ça. Donc il y a ce marché pour les dattes sèches, mais qui reste aussi à développer. Mais enfin voilà, il y a des diversifications de marchés qui nécessitent, et tant mieux, tant mieux. On part pas de zéro, mais ça nécessite encore de l'organisation de cette chaîne de valeur, pour optimiser cet export. Alors ça me fait aussi penser que souvent c'est vrai que les producteurs ou les petites et moyennes entreprises de transformation de dattes sont omnibulés par l'export de dattes, sauf que cette exportation, généralement, ça leur coûte 1 € le kilo, alors qu'en Algérie, par exemple, le kilo de dattes, enfin les dattes nobles, hein, coûte jusqu'à 4 € le kilo, l'équivalent, 4 €. Donc c'est parfois, il y a des erreurs pour moi de marketing. On veut exporter pour avoir de la devise, alors que c'est plus rentable de vendre ces dattes en Algérie et s'affranchir de toute la paperasse et de tous les casse-têtes qu'on peut rencontrer dans une transaction d'export de dattes. Et vous avez une proportion peut-être de consommation à l'intérieur et Alors certainement en Europe, on consomme nettement moins de dattes qu'en Algérie, ça c'est sûr. Moi personnellement, je consomme beaucoup de dattes. Même si je ne suis pas originaire du Sahara, mais c'est vrai qu'on apprend à consommer, on prend goût, c'est délicieux. Hein. Parfois c'est assez trop sucré, mais en tout cas sûrement plus que les Européens. Peut-être en Europe, c'est durant les fêtes de Noël qu'on consomme quelques dattes, ou plutôt des amis qui vous connaissent, qui font comme vous, qui se mettent à consommer les dattes, mais autrement, en Algérie, on consomme beaucoup plus. Ouais. Alors, non seulement on consomme beaucoup plus, mais aussi il y a la transformation de ces dattes qui est aussi qui est tout un secteur à développer. On peut faire du vinaigre avec, on peut faire des farines, on peut faire des concentrés pour aliments pour bétail, des levures. Moi personnellement, j'ai fait du vinaigre et ça a donné un excellent vinaigre, même pas que avec la date, avec la sève de la date. Ça s'appelle du lagmi. Donc ça a donné un excellent vinaigre, et tout ça c'est fait certes sous forme traditionnelle, mais on peut aussi imaginer des entreprises familiales traditionnelles qui s'y mettent et qui labellisent ces produits, et que finalement ça soit géré par des petits producteurs qui augmentent leur gain que de vendre ces dattes sous forme de dattes de bouche fraîches. Ça aussi c'est un aspect à développer. Et justement, ça me rappelle ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y avait un investisseur de pharmaceutique
Oui, un groupe, oui. Justement, c'est aussi en lien avec, je sais qu'avec l'huile de barbarie, il y a eu oui, l'huile. Pour la cosmétique et tout ça. Est-ce qu'il y a du développement dans ce sens-là? Pour ce groupe pharmaceutique, alors j'ai reçu le rapport, le business plan, enfin j'étais à l'aéroport, j'étais surpris de les voir s'intéresser à la culture d'arachide, de colza, de blé, d'orge, et ne pas intégrer, c'est ce que j'ai répondu, hein, je leur ai fait un retour en attendant de les voir. J'étais surpris de ne pas les voir considérer la culture de la menthe, par exemple, pour la fabrication du menthol. Pour un groupe pharmaceutique, ça aurait beaucoup plus consolidé leur projet. Donc ça, c'est à voir aussi. Alors, c'est des erreurs de... Je ne sais pas si c'est des erreurs de stratégie ou un manque de consultation, c'est aussi à creuser. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Il y a aussi l'aspect pratique, consulter, et la consultation, mais aussi voir comment les gens se lancent dans un projet d'investissement qui, en tout cas, comme il est présenté actuellement, risque de ne pas aboutir. Le rendement en blé est très faible au Sahara. Il est de l'ordre de 30 quintaux à l'hectare, alors qu'en France, en moyenne, il est de 50. Il est de 30 quintaux avec l'eau, avec toute l'eau mobilisée pour l'irrigation. Tout à l'heure, je vous ai montré les rampes pivots sont situés dans un périmètre extra-oasien, dit extra-oasien, c'est-à-dire ne bénéficiant pas de l'effet mésoclimatique, qui fait un peu d'humidité et qui réduit l'évapotranspiration, et donc réduit les doses d'irrigation. Là, on expose le blé à l'extérieur, face au vent sec, le taux d'humidité. Même en hiver, l'évaporation reste élevée, puisqu'il n'y a pas d'humidité, ça assèche les cultures. Donc il faut irriguer sans cesse ces céréales pour, au final, obtenir un rendement qui reste médiocre, quoi qu'il en soit. Donc, oui. Donc on était aux recettes, il y a la mode maintenant il y a une mode qui arrive avec les boules protéinées, là, comment ça s'appelle, voilà, des trucs qui sont pas des barres protéinées, mais justement des choses un peu plus artisanales. Et en Europe, il y a quand même tout un mouvement vers consommer moins de viande pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc la date qui est hyper protéinée comme aliment a finalement un rôle à jouer. Donc est-ce qu'il y a des productions de dattes certifiées bio ou en tout cas moins oui. la prise d'intrants qui pourraient trouver ce marché-là oui. valoriser en Europe? Oui, merci, oui. Alors, en Algérie, généralement, la petite agriculture, c'est une production naturelle. C'est du bio, mais qui n'est pas labellisé. On ne paye pas les cotisations pour avoir le label apposé, le AB. Mais c'est une production naturelle qui ne fait pas appel aux intrants. Il ne fait pas appel aux intrants, pas par choix, heureusement, parce que les intrants sont inaccessibles aux petits producteurs. C'est très cher. Mais les gros producteurs, eux, ils s'en foutent. Ils font du préventif et des produits. Moi, comme j'étais inspecteur phytosanitaire, à peu près 30% des produits utilisés actuellement en Algérie sont retirés d'usage en France. Bon, ça c'est... alors le bio c'est une... Ils font des dates bio. Quand j'étais avec la GIZ, on avait une action avec un bureau d'études français d'ailleurs qui avait pour mission de certifier certains agriculteurs en guise d'études pilotes. On ne pouvait pas tous faire, ça coûtait cher. Mais c'est le suivi qui manque. On fait une certification. Après, en Algérie, le problème, c'est qu'il n'y a pas de laboratoire agréé. Enfin, le problème est là. Il n'y a pas de laboratoire agréé pour certifier et poursuivre dans cette démarche d'agriculture bio. Et c'est ce qui, justement, c'est un facteur bloquant, finalement, à se positionner sur des marchés de niche. Moi, j'avais prévu, mais après, je serais dépourvu d'arguments. Je voulais voir, je suis originaire de Grenoble, et je voulais voir, il y a une enseigne Satorise. Peut-être qu'il y a une autre enseigne équivalente qui commercialise que des produits bio. J'avais prévu d'aller voir le directeur pour en parler et voir comment on pouvait, puisque j'ai vu des dates Medjool, des dates iraniennes, Mazafati, qui sont vendues comme dates bio. Et je voulais voir s'il y avait possibilité, comment on pouvait éventuellement importer quelques dates bio algériennes. Mais là, je ne peux rien garantir, donc je ne peux pas m'aventurer sur ce créneau, sachant que le potentiel existe.
Les éditeurs vont faire une start-up. Voilà. Voilà. Alors, par rapport à cette diapo, donc on a vu l'accaparement des biens communs qui est l'eau, la pollution diffuse, et le troisième point en encadré étant l'érosion génétique. Donc cette tendance effrénée à la monoculture de dattes qui finalement provoque cette érosion génétique. Alors pas au niveau de la grande agriculture, ça c'est un fait, on le sait, mais surtout par effet de... C'est cette petite agriculture finalement qui se désintéresse. Pour elle, enfin pour les petits producteurs, pour eux, il s'agit absolument de substituer, d'écarter toutes les autres variétés, rares, de ce que je vous ai cité. Il y en a 900 en Algérie. Le patrimoine faunicicole algérien est estimé à peu près à 900 variétés de dattes. Et donc tout ça, ils sont remplacés, donc les 899 sont mis à l'écart, grosso modo, et sont remplacés par une seule variété d'Aiglet Nour, parce que dans les esprits, dans les mentalités, ce grand terme, on reviendra là-dessus, les mentalités, pour eux, c'est la d'Aiglet Nour qui est économiquement rentable, et il faut absolument se reconvertir dans ce commerce. Alors, en termes d'érosion génétique, là, je vous ai représenté les résultats de mon enquête lors de ma thèse de doctorat. J'avais créé un groupe de travail pour accéder à la palmeraie et avoir des informations, disons, fiables. Et là, donc, les 15 agriculteurs que j'ai pu rencontrer, l'une des questions figurant dans le questionnaire étant la diversité présente dans votre palmeraie. Alors, ces différents fromages représentent les différentes variétés et on voit, du premier coup d'œil, que seules quelques exploitations arrivent encore à maintenir une certaine diversité de palmiers et de dattes, ceux qui sont en D, disons. Les autres, c'est généralement une ou deux variétés, voire trois, et encore, 3 variétés avec ici que quelques pieds. Ce n'est pas vraiment représentatif dans le sens où le palmier dattier, au-delà de 40 ans, n'émet plus de rejet. Alors, pour conserver la variété, il faut que c'est comme pour les bananiers. Il faut que le jeune palmier soit issu de sa mère. Ça donne un petit palmier. Là, on est sûr d'avoir un clone qui est 100% ressemble au pied mère. Ça donne d'Aiglet Nour, Rars. Si on s'amuse à planter un noyau, on n'est pas sûr, à 100%, on n'obtiendra pas la même variété. C'est une particularité génétique qui donne, vous plantez un noyau de d'Aiglet Nour, ça peut vous donner un Rars, ça peut vous donner une variété sèche, ça peut vous donner une autre variété. Généralement, ce qu'on dit sur le plan technique, chaque noyau de datte est l'amorce d'une nouvelle variété, Donc, pour vraiment être sûr de garder la même date, ce sont ces cultivars. Alors, dans les enquêtes que j'ai pu mener, ce que me disaient les agriculteurs, c'est qu'à Ouargla, il y a au moins 60 variétés de dattes. Sauf que quand on a fait l'inventaire, en collectant des échantillons de dattes, je suis arrivé à ramasser que 24 variétés. Ce qui veut dire pour moi deux choses. Soit les 60 cultivars, c'est-à-dire la différence, les palmiers sont âgés et n'existent plus finalement. Soit carrément elles ont disparu, ces variétés, on n'est même pas au courant dans le sens où on n'a pas actuellement un état des lieux, une liste rouge de vulnérabilité comme on peut le lire ou le voir par rapport à la faune ou à la flore. L'Union internationale de conservation de la nature dresse chaque année l'état de la biodiversité. Oiseaux menacés d'extinction, les orchidées, peut-être que vous connaissez, sont généralement interdits à la cueillette, ils sont menacés. Donc c'est à peu près dans ce sens que ce travail devrait être fait pour les palmiers dattiers, pour savoir quel est l'état de la diversité.
Alors ici, je vous ai fait aussi une illustration de la pollution, des risques de pollution liés à l'utilisation des pesticides à travers le recours à un outil de simulation qui a été fait à Lyon, le CIRIS. Malheureusement, cet outil n'est plus accessible, mais à l'époque, j'ai pu utiliser et essayer de simuler mon espace, enfin mon terrain d'investigation. Alors, dans les palmeraies modernes, plus on fait de la monoculture, plus on a des risques de pullulation de ravageurs, d'insectes indésirables. C'est le cas pour un acarien qui s'appelle le bouffarois et qui nécessite généralement des traitements préventifs assez conséquents basés sur des matières actives qui sont assez dangereuses pour l'environnement. C'est de la bamectine, c'est une matière active qui est en France est interdit d'utilisation pendant la période de floraison puisqu'elle porte atteinte à la faune pollinisatrice, notamment les abeilles et tous les insectes, hyménoptères de la pollinisateur. Et là, donc, on voit sur cette simulation en cercle que les matières actives se rapprochent dangereusement des zones de risque, signifiant un risque accru de la pollution des ressources hydriques. Pour rappel, ces mêmes ressources hydriques servent à la fois pour l'irrigation agricole, mais aussi pour l'alimentation en eau potable des populations sahariennes. Ce qui veut dire qu'une pollution de ce type-là va rendre l'eau impropre à la consommation malgré sa disponibilité, malgré ses 60 000 milliards de mètres cubes, malgré ses 3 000 ans de réserve. On ne pourra plus utiliser cette eau si elle est polluée par des pesticides ou par des engrais ou la teneur en sel est aussi élevée. Donc c'est un petit peu le risque d'utilisation, l'un des risques de cette agriculture moderne basée sur le recours aux intrants, le recours à outrance aux intrants. Par rapport à l'accaparement des biens communs, tout à l'heure la question a été posée par rapport à l'actualisation des débits. Ici, ça vous donne aussi un complément d'information que j'ai pu collecter sur le terrain, étant la distance entre les forages pour éviter le rabattement. Entre un forage et un forage, il y a un compte de rabattement où on évite de creuser pour éviter d'épuiser la nappe. Cette distance réglementaire est de normalement 200 mètres au Sahara, entre les forages. Ici, comme on peut voir à travers les cercles, ce n'est pas du tout le cas. On a un chevauchement des rayons de rabattement qui fait que sur le terrain, ça je l'ai confirmé sur le terrain, tous les agriculteurs de cette région souffrent, en tout cas se plaignent du manque d'eau, tout simplement parce qu'il y a trop de forages. Normalement, ce forage est censé être collectif, il fait du 20 litres seconde, il devrait suffire pour 20 hectares. Ce n'est pas le cas puisqu'il y a des exploitations, il y a cette personne qui est un agriculteur assez aisé et qui a pu obtenir une autorisation de forage pour faire son propre forage et finalement pénaliser tous les autres agriculteurs, notamment celui que je connais, où est sa palmeraie, c'est celle-ci. Il n'a pas pu aménager au-delà de ces petits palmiers chétifs par faute de manque d'eau. Donc pour voir, vous voyez les tensions, et bien évidemment, il ne s'entend pas aussi avec son voisin qui, lui, il s'accapare un petit peu toute la ressource. Donc non seulement ça, sur le plan technique, ça ne suffit pas, mais aussi ça génère des conflits de voisinage. Il faut aussi, donc dans le texte ici, ce que j'ai mentionné, cette photo a été prise à Ouargla, et ici c'est un constat qui est fait à Biskra, où l'État elle-même recense ce qu'ils appellent des forages illicites, qui sont détectés par des rondes, en hélicoptère par la gendarmerie, quand même, ça va jusque-là, où ces investisseurs vont forer de nuit, ils essaient en tout cas de forer sans autorisation. Bien évidemment, quand ils sont repérés, ils sont pénalisés, mais le mal est fait. Sur le plan hydrogéologique, on va dire, le forage inachevé crée un appel de vide qui vient siphonner, on va dire, qui vient siphonner les autres forages
opérationnels et qui finalement contribuent à ce rabattement spectaculaire. La solution qu'on m'avait expliqué étant le bouchage de ces forages illicites. Ils sont nombreux, ça nécessite beaucoup d'argent, avec des ciments assez spéciaux, très très chers, généralement importés. Et donc ces dégâts perdurent, faute de moyens, faute de matière, ces fameux ciments. Et au final, résultat, l'eau ne suffit pas, rabattement de la nappe, les forages ne fonctionnent pas, les pompes qui ne sont pas données aussi grillent parce qu'elles pompent du sable. Tout ça, c'est vraiment une cascade d'anomalies qui contribuent à augmenter les coûts de production et à mettre les producteurs dans des difficultés financières. Alors ici, cet accaparement aussi de biens communs à travers la gestion de l'irrigation. Je vous disais tout à l'heure, les doses appliquées dans le modèle moderne sont généralement supérieures dans celui de l'agriculture traditionnelle. Donc elles ont été estimées à travers des actes. Le constat a été fait durant les années 1999 par l'INRA Algérie lors d'un atelier qui a porté sur l'état de la durabilité de ces espaces. Et c'est là où des études ont montré que les irrigations étaient mal maîtrisées, qui étaient donc jusqu'à 4,5 fois la dose recommandée. Ce qui veut dire concrètement sur le terrain, si le nombre de forages est assez limité, on vous donne 10 forages, c'est les autorisations. Donc si quelqu'un irrigue plus qu'il en faut, d'autres seront forcément en déficit. Et c'est là où justement où ça accentue ces problèmes, ces tensions d'usage, ces conflits territoriaux à travers cette gestion erronée. Le surplus d'eau est une pratique, on va dire, ancrée dans les mentalités qui n'a aucune justification, on va dire, agronomique. Ça ne va pas améliorer les rendements. C'est juste parce que pour certains, il faut que la palmeraie soit inondée, soit bien humide pour être sûr que finalement il a apporté la dose d'irrigation nécessaire. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et on a du mal, en tout cas moi personnellement, j'ai du mal à convaincre du contraire. Donc forcément, d'autres sont pénalisés. Et dans les deux cas de figure, il n'y a nullement une augmentation ou une amélioration des rendements, bien au contraire. Sur le plan agronomique, il y a des problèmes d'asphyxie des plantes, parce qu'il y a trop d'eau, elles ne respirent plus. Et dans l'autre cas, il y a un problème d'assoiffement, d'assèchement des plantes. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, ici, j'ai essayé de vous modéliser un petit peu la menace climatique qui pèse sur ces espaces en essayant de synthétiser des données entre 1950 et 2030 pour voir que la région, finalement cette région que j'ai en noir là, c'est la région qui correspond aux vallées oasiennes les plus productives. Et c'est dans cette région que le réchauffement climatique sera le plus prononcé. Ce qui veut dire, et quand vous voyez en jaune, vers Tolga, la fameuse date de Tolga, cette dernière, elle bénéficie d'un label indication géographique, qui veut dire qu'elle répond à un cahier des charges bien précis, notamment la teneur en humidité des dates. Et avec le réchauffement climatique, vous imaginez que cette teneur en humidité sera très difficilement respectée. Donc, sortie du cahier des charges, et ce label, ça risque d'être perdu. C'est ce label qui fait la réputation de la région et aussi la notoriété, on va dire, les gains économiques des différents producteurs. Donc, c'est une réelle menace. Cette menace climatique est une réelle menace sur la monoculture de Deglet Nord, alors que d'autres, parmi les 900 cultivars, j'imagine qu'il doit y avoir une variété qui s'adapterait mieux à ce changement climatique et qu'on pourrait déplacer, en tout cas remonter plus au nord,
pour faire face à cette aridification du milieu. Là, je vous ai aussi montré une photo où ces températures de 50 degrés passées sont fréquemment atteintes à Ouargla. Là, c'est en 2017, mais en 2021, on a eu aussi des 52 degrés à l'ombre, hein, bien sûr. Donc il fait assez chaud et au-delà de 38 degrés, pour vous dire, au-delà de 38 degrés, le palmier dattier qui est censé être résistant a du mal à s'adapter à ces températures extrêmes. Aussi, par rapport à cette menace climatique, là, cette fois-ci, c'est par rapport au nombre de jours de pluie. Et comme on peut le voir, à Ouargla, les simulations donnent un manque de pluie de moins 6 jours, alors qu'à Biskra, bizarrement, c'est plus 33 jours. Et ça a une conséquence vis-à-vis des dates. Les pluies, généralement, arrivent en hiver et au printemps. Au printemps, principalement, c'est la période de floraison des dattiers. Et c'est la période de pollinisation. Or, les pluies risquent de lessiver toutes ces fleurs et de, finalement, conduire à un échec de toute la production. Encore une fois, donc, il y a la chaleur qui affecte la qualité des dattes et la pluie qui risque de provoquer la coulure, enfin l'échec de la pollinisation et aussi même des problèmes de maladies, de fermentation, de pourriture des inflorescences. J'essaie aussi de vous représenter ici l'impact de ce changement climatique sur le calibre des dattes. Là, c'est un suivi qui a été fait sur 5 années. Et en prenant en considération la température comme indicateur, la température de 38 degrés au-delà de laquelle le palmier dattier cesse de toute activité physiologique. Et j'ai constaté qu'au-delà de cette température supérieure à 11 jours durant le mois de juin, le calibre des dattes est sérieusement affecté. Comme on peut le voir, les années 2018 et 2021, c'est les années où il a fait le plus chaud. Et on voit le calibre qui est nettement réduit par rapport aux autres années. Donc c'est le mois de juin qui affecte, ce changement climatique se traduit sur un stade phénologique bien précis de la croissance des dattes. Et bien évidemment, l'impact sera économique puisqu'on n'aura pas cette maturité et on aura du mal bien sûr à commercialiser des dattes à faible valeur marchande. Il y a aussi la pression anthropique. La pression anthropique, ici, je vous ai représenté 2 cas de figure en 2 périodes chronologiques en 2001 et en 2018. Pareil, à côté dans la région de Ouargla, cette cité, tout ce qui est en jaune représente les habitations et on voit cet étalement urbain qui bondit entre 2001 et 2019 en l'espace de 20 ans, qui finalement occupe toute la surface en 2019. Les conséquences, cette démographie, bien évidemment, c'est plus d'eau usée rejetée, c'est beaucoup plus de bétonisation des surfaces, c'est beaucoup plus une tendance, puisque l'agriculture traditionnelle n'est pas rentable. Généralement, ce qu'on fait, on arrache les anciens palmiers, on les transforme en habitations pour les louer à ces personnes qui viennent s'installer au Sahara. Généralement, ce sont des gens, des cadres du secteur du pétrole. À Ouargla, il y a Hassi Messoud à 80 km, c'est le poumon économique du pays. Et les gens s'y installent pour travailler dans les hydrocarbures. Là, je vous ai montré justement ce taux d'arrachage, à quoi il peut ressembler. Donc on voit les surfaces sont réduites à néant, les surfaces des palmiers sont réduites quasiment à néant au profit des habitations pour louer ou bien encore pour des hangars, pour faire du commerce, vendre des denrées alimentaires pour ces habitants qui viennent s'installer dans le cadre de leur activité professionnelle. Alors en termes de solutions, là c'est vraiment des pistes. Je n'ai pas de solution clé en main à donner,
mais c'est plutôt, pour moi, ce qui me paraît le plus judicieux, c'est d'impliquer les acteurs locaux à trouver leurs propres solutions, de les accompagner certes, mais vraiment en partant, vraiment en tenant compte des conditions du milieu, de l'existant. C'est à eux de trouver, ils connaissent, hein, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, il suffit vraiment juste de les accompagner, de les orienter, peut-être de moderniser ce savoir-faire. Ces différentes formes de résilience traditionnelle, c'est vrai qu'elles sont souvent parfois vues comme étant des pratiques obsolètes qui n'ont plus lieu d'exister dans un monde de plus en plus moderne. Or, la réalité du terrain fait que ces pratiques traditionnelles devraient être accompagnées, peut-être modernisées. Il ne s'agit pas aussi de dire aux gens on retourne à l'âge de pierre, on refait tout, enfin on reprend à zéro. Non, c'est vraiment d'accompagner ces différentes pratiques et essayer de construire quelque chose de durable avec les habitants autochtones qui, eux, savent ce qui leur convient le plus. Généralement, les programmes de coopération, c'est une critique constructive que je fais, c'est que il y a ils appellent ça des cadres logiques avec des actions fléchées sur le plan financier. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire. Or, c'est plutôt le contraire qui devrait, pour moi, avoir lieu, c'est de vraiment essayer de trouver des solutions en commun accord et de les transformer en actions de terrain à mener ensemble. C'est plutôt dans ce sens qu'il faudrait, pour moi faire. Et ce que je traduis ça par l'enrôlement des acteurs. Il y a des publications qui ont été faites sur l'enrôlement des acteurs, et notamment, en tout cas, à Grenoble, le célèbre article que tout le monde lit sur la coquille de Saint-Jacques, de Calon, en 1986. Donc voilà ce que je pouvais partager avec vous cet après-midi. Et surtout, n'hésitez pas, s'il y a des questions, pour rebondir sur, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Voilà. Je me demandais si dans le cadre de vos recherches, notamment sur la potentielle piste de développement, oui. Vous regardez aussi ce qui se passe en Tunisie ou au Maroc, par exemple, où on a les mêmes problématiques par rapport à l'épuisement de la ressource en eau. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place justement qui pourraient être aussi différentes? Merci, oui. Tout à l'heure, on discutait l'oasis de Djamna en Tunisie. Paraît-il, en tout cas, eux ont trouvé le moyen de rendre les pratiques ancestrales durables et ça a l'air de très bien marcher. C'est vraiment un modèle à découvrir. Malheureusement, la GIZ n'avait pas prévu ça. Ce que j'ai fait, moi, on est allé à Tozeur, juste à côté de Ouedsouf. C'est pratiquement les mêmes pratiques, les mêmes mentalités. Mais à Djamna, c'est peut-être un modèle aussi à découvrir. Au Maroc, j'ai passé à Wissem une copie d'un film documentaire dans lequel j'ai participé, intitulé Une oasis d'espoir. Peut-être qu'elle vous le diffusera et elle pourra vous ajouter quelques informations. On en a parlé hier avec Emmanuel et je voulais le faire, mais ça prend beaucoup de temps. C'est 52 minutes. Ça pourrait faire l'objet d'une autre projection débat pour compléter cette conférence. Et je pense que ça serait très intéressant aussi de voir ce qui s'y passe. C'est assez bien explicité, ce documentaire, et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit aujourd'hui. Oui. Une question du coup un peu dans la continuité de la première. Je me pose la question du risque aussi de crise sociale dans le cadre de cette transformation en profondeur de l'agriculture. Parce que c'est exactement le même problème aussi qu'on a au Maroc actuellement, où l'agriculture intensive est extrêmement consommatrice en eau. Mais en même temps, c'est prendre le risque dans le temps de cette transformation d'avoir aussi pas mal de gens qui se retrouvent sur le côté, notamment ceux qui bénéficient de l'agriculture intensive. Oui. Est-ce que aussi en Algérie, c'est une peur, une crainte des autorités publiques Alors, la crainte des autorités, je ne sais pas si c'est vraiment une crainte, mais en tout cas, ce modèle plébiscité, et ce modèle moderne plébiscité n'est pas forcément, en tout cas, une bonne solution vis-à-vis de l'environnement. Et encore, même sur le plan agronomique, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de problèmes qui ressurgissent. Encore ce que je vous disais, l'aberration
de mélanger de l'eau douce à de l'eau salée, ça coûte cher, mais ça n'apporte absolument rien. Qui prend ces décisions? Après, moi, je me dis, peut-être que justement, c'est le rôle des chercheurs, de conseiller, d'essayer de communiquer, d'écrire, de publier, de dire, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et ce n'est pas forcément la modernité ou la modernisation des pratiques qui va faire que l'Algérie soit, comment dire, en autosuffisance alimentaire. Ça contribue, c'est vrai, mais on peut aussi tenir compte des conditions. Il faut tenir compte des conditions du milieu pour ne pas laisser à l'écart ces gens qui connaissent leur terrain mieux que les investisseurs. Généralement, ils sont tous d'Alger, hein, donc ils travaillent en hiver au Sahara, ils viennent souvent parce qu'il fait très beau, mais en été, il n'y a plus personne. Donc, alors que les Sahariens sont sur place été comme hiver, et surtout en été où les besoins en irrigation sont les plus importants. C'est là où leur présence est indispensable. Et donc, si on les laisse de côté, on les marginalise, forcément, eux aussi ils vont voir ailleurs, et puis c'est un effet domino qui va provoquer ce qu'on ne veut pas. Moi j'avais une question, oui. Vous parliez justement des acteurs présents, donc l'aspect civil dans les palmeraies traditionnelles, comme vous avez dit, ce qu'on a compris c'était largement subventionné par l'État oui. Et tout ça. Est-ce que l'État c'est le seul acteur qui subventionne ou est-ce qu'il y a des acteurs de développement international qui sont présents dans alors des acteurs, pas tant que ça, hormis on va dire la coopération allemande qui sont basés en Algérie. Hein. Ils ont leur bureau en Algérie, ils font des projets de coopération. Je pense que c'est d'ailleurs le seul projet de coopération au Sahara. C'est la première fois, hein, depuis leur présence, depuis 1996. Hein, ils sont à Alger. Généralement, ils font tous les projets au nord. Là, c'était le seul projet qui subventionnait, qui finançait des actions au sud. Autrement, le reste, c'est l'État qui s'en charge. Et avec le développement, donc si on rebasculait vers une agriculture plus, respectueuse, oui. Il faudrait davantage de main-d'œuvre. Enfin, c'est les mêmes choix qu'on a à faire en Europe aussi, c'est-à-dire que l'agriculture intensive a détruit des emplois. C'est même l'objectif au départ. Oui. Revenir à plus d'emplois, ça voudrait dire aussi ramener davantage de gens dans les oasis pour faire de la main-d'œuvre pour ces systèmes traditionnels. Et est-ce que les oasis pourraient supporter une pression d'arrivants supplémentaires? Enfin, il y a un dilemme là qui Oui. Alors c'est vrai que la grande agriculture nécessite moins d'ouvriers que la petite, mais finalement, ce qu'il faut pour moi considérer, c'est qu'un module de 2 hectares permet à une famille de 4 personnes d'en vivre. 2 hectares. Hein. Et en même temps, c'est une exploitation de taille humaine. Elle peut être gérée par la famille, tout simplement, sans forcément qu'il y ait de nouveaux arrivants. Hein. Les agriculteurs d'Al-Ksar, par exemple, à Ouargla, des anciennes palmeraies qui sont en voie de dégradation, certains de ces propriétaires ont bénéficié de ces petits modules. Ce n'est pas tous, mais ils ont bénéficié de ces petits modules et ils arrivent aussi à s'en sortir. Il peut y avoir certains qui viennent s'installer, mais je ne pense pas que ça va vraiment provoquer une démographie, en tout cas moins que celle du pétrole. Celle du pétrole, ça fait venir mais vraiment des masses, non seulement des cadres du pétrole, mais qui viennent s'installer avec leur famille, mais par exemple ceux qui sont, je ne sais pas moi, d'origine de Djidjel, d'origine de Kabylie, ça crée aussi d'autres opportunités pour d'autres commerces, des restaurants qui font des plats, on va dire, traditionnels de Kabylie, pour que les gens se sentent un petit peu chez eux, malgré qu'ils sont loin de leur région d'origine. Ce n'est pas le cas pour cette petite agriculture. Je ne pense pas que ça va avoir le même effet que le secteur pétrolier ou gazier. Hein, aussi, ça y a aussi les deux. Oui. Je ne sais pas si je suis totalement dans le thème, mais vous avez ouvert sur l'urbanisation d'espaces naturels, espaces principalement naturels de base, et l'arrivée, donc l'imperméabilisation des sols. Est-ce que, dans ce cas-là, on a un problème au niveau du rechargement de la nappe souterraine, du fait qu'on n'a plus une absorption des eaux? Enfin, je ne sais pas comment se passe. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce qu'on a des problématiques
Oui. Alors, au Sahara, je vous disais, ce sont des nappes fossiles. Il y a certains renouvellements qui est assez faible, même si les études, parfois, il y a des études contradictoires. Les Anglais disent que le renouvellement atteint jusqu'à 40%. Mais généralement, ça se fait par l'Atlas. Alors, attendez, ça se fait par l'extrême nord du Sahara. Alors, attendez. Voilà. Généralement, ça se fait ici. La recharge de ces nappes fossiles se fait ici et ça s'infiltre dans les sols. Donc, il n'y a pas de pluie pour recharger cette imperméabilisation. Je veux dire, c'est pas comme en France, on va dire. Hein. C'est pas le même cas de figure. Mais même si cette recharge, sous condition que les études soient précises, parce qu'on revient tous les 5 ans, il y a du nouveau au sujet de la recharge de ces nappes. C'est une nappe fossile. Il faut considérer à l'état actuel que c'est une nappe fossile avec un réservoir comme pour le pétrole qui va un jour se vider et qui est estimé à 40 000 milliards de mètres cubes. C'est vraiment la norme, on va dire, à retenir en attendant des précisions. N'en est rien. Oui. En posant la question de Samson, donc évoqué tout à l'heure effectivement la question de l'étalement urbain. Oui. Est-ce que, je sais que ça ne fait pas partie de ton exposé, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus ce qu'il en est des dynamiques d'urbanisation en fait à l'échelle des oasis, et peut-être prendre, parce que je sais que tu connais Ouargla sur le bout des doigts, prendre pour exemple Ouargla oui. dans cette dynamique d'urbanisation depuis 20 ou 30 ans. Oui. Alors, cette dynamique d'urbanisation, elle est principalement, c'est-à-dire les causes de cet étalement urbain, tu veux dire, ou le modèle adopté. Ce qu'il en est de la croissance urbaine dans un certain nombre d'oasis aujourd'hui. Alors, corrélé aux dynamiques démographiques, bien sûr. Oui, alors dans les oasis, on va dire dans les oasis de la vallée, on va dire de cette vallée. Hein. On maintient toujours le même partage est-ouest. Dans les vallées des oasis de l'est de l'Algérie, la démographie est beaucoup plus importante que celle de l'ouest, à Béchar et Adrar. La raison étant qu'il y a la proximité, on va dire, des marchés du nord, à travers entre Biskra et Alger, c'est à peine 300 km, alors que Béchar et Oran, par exemple, c'est 600 km, c'est le double. Donc il y a toute cette logistique qui s'organise sur cet axe et qui permet finalement aux gens... Moi, personnellement, les deux clients que j'ai sont de ma région, de Boumerdès, donc pas loin d'Alger. Ils se sont installés au Sahara, ils ont acheté des terrains à Biskra, justement, parce que c'est assez accessible. Et certains, justement, l'un d'eux s'est installé en famille, donc c'est 3-4 personnes en plus, hein, et j'imagine qu'il y a plusieurs autres qui réfléchissent pareil, vont s'installer au Sahara, construire et faire partie finalement, contribuer à cette démographie du côté de l'Est du Sahara. Donc, sur Ouargla en particulier, la croissance démographique là, sur les 30 dernières années. Alors Ouargla la particularité de Ouargla, c'est plutôt le secteur pétrolier qui attire les gens et qui finalement, par effet, on va dire, d'opportunités économiques, ceux qui ont un peu d'argent, finalement, construisent des villas, des bâtiments pour louer à ces gens, à ces arrivants. Donc il y a cet étalement urbain qui ne répond pas forcément à des normes urbaines. Hein. Chacun a son propre terrain, il construit, il préfère louer donc des appartements ou des villas pour ces cadres du secteur pétrolier. Alors la démographie a augmenté à partir des années, on va dire, la première augmentation suite à la découverte du pétrole, mais après à l'indépendance de l'Algérie, donc il y a eu un appel de main-d'œuvre, mais aussi durant la période, durant la décennie noire, les années 90 en Algérie, les gens fuyaient le nord et venaient s'installer au Sahara pour essayer de trouver. Ceux qui ont trouvé du travail se sont installés en famille définitivement. Voilà. Oui. Dans la continuité, merci pour votre présentation. De rien. Est-ce que dans
on va dire, l'héritage traditionnel, il y avait une forme de règlement par rapport au droit du sol et qui, du coup, amène à se questionner aujourd'hui sur le modèle d'expansion et d'urbanisation des systèmes oasiens, où on appréhende un seuil critique à un moment donné où l'ambiance ou la question climatique va arriver à de la surchauffe et donc peut-être même un effondrement du système oasien. Est-ce que initialement était prévu un nombre d'habitants par rapport à l'emprise au sol de la palmeraie et du coup, quelle devait être la part dédiée à l'urbanisation et de l'agriculture? Oui, c'est alors une excellente question aussi. Alors j'ai pas vu passer, j'ai beau chercher, j'ai pas vu passer un schéma de cohérence territoriale comme on peut voir, enfin comme j'ai pu en consulter à Grenoble. Hein. J'ai des documents, j'ai même visité les agences qui le font. J'ai pas eu accès, j'ai pas connaissance de l'existence d'un schéma en tant que tel. Il y a un plan d'urbanisation. Alors pour ne pas vous cacher, moi quand on m'a montré la direction, direction d'urbanisme des territoires, le DUT, on m'a montré un plan d'urbanisation sur un logiciel assez vieillot de l'AutoCAD où on me montre que l'étalement est prévu de côté est, côté ouest, mais que j'ai trouvé assez basique. Il n'y a pas vraiment un document qui prévoit un nombre d'habitants selon les conditions du milieu, selon certaines considérations. Je n'ai pas l'impression que ça se fasse de cette façon. Traditionnellement, il n'y avait pas... Et traditionnellement, généralement, ce sont des propriétaires et les palmeraies traditionnelles sont souvent héritées selon le modèle Melki Arsh. Enfin, c'est des propriétés, c'est un système d'héritage, de transmission de père en fils, selon la loi entre guillemets, selon la loi coranique. Mais bon, après, si les filles n'héritent pas, c'est pas normal aussi. Donc, c'est vraiment selon ce qui les arrange, disons. Donc ça, c'est fait de façon traditionnelle. Autrement, pour le reste, c'est l'État qui gère, c'est le domaine de l'État, et c'est eux qui attribuent à travers les concessions agricoles des lots de terrain pour des investisseurs qui répondent aussi à certains critères d'installation. Dans la continuité, oui. Une question. Vous nous avez montré 2 cartes sur la menace climatique. Oui. Et ça donnait la sensation que c'était plutôt la région pré-saharienne qui était très exposée à la fois aux anomalies de température et de déficit ou d'excès. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a une interprétation à ces points de tension? Oui. On m'a déjà posé la question dans l'ouvrage d'ornithologie en me disant que c'est bizarre que ce point chaud ressorte. Alors c'est vrai que moi j'ai intégré les données dans le logiciel et ça m'a fait ressortir ces points. J'ai refait les calculs et je me suis finalement résolu à ce que la configuration des lieux fait que les températures ne sont pas pareilles. Donc soit la géomorphologie, c'est une palmeraie de cuvette, palmeraie de hauteur. Alors ce que j'ai pu remarquer ici, particulièrement sur cette carte, alors je vous montre. Alors je mets là. Alors ici, là au nord, il y a comment dire, une dépression, une SEPRA l'équivalent des salars en Amérique latine. Là, il y a une grande SEPRA qui communique directement avec la région de Tolga qui va jusqu'à Djelfa. Et ce coin de SEPRA, lui, est exposé en même temps au Sirocco. C'est pour ça que je vous ai mentionné ça, mais c'est très bien que vous posez la question. Je l'avais utilisé pour un autre objectif, cette carte. Il n'y a aucun obstacle naturel. Donc tous les vents Sirocco, les vents chauds, remontent à travers à travers le grand erg oriental et finalement s'enfoncent parce qu'il n'y a aucun. Les obstacles s'arrêtent ici, l'Atlas saharien. Les montagnes de l'Atlas saharien s'arrêtent à peu près à ce niveau et reprennent ici à Biskra et au nord de Biskra et Betna jusqu'à la frontière tunisienne. Il y a cette ouverture en fait qui fait que il y a une pénétration de ce Sirocco qui pourrait éventuellement, je ne suis pas climatologue, mais qui pourrait peut-être expliquer ces points chauds, particulièrement chauds par rapport au reste des régions.